Plongeons ensemble dans un voyage immémorial, au commencement de tout, l'origine de la vie sur Terre. Ce récit débute bien avant l'apparition des dinosaures, bien avant même les premiers êtres vivants complexes. Il commence il y a environ 4,6 milliards d'années, au moment de la formation de notre planète, un temps où la Terre n'était qu'une boule incandescente, baignée par des flux de lave et soumise à une intense activité volcanique. Durant cette période, appelée l'AD1, la Terre connaissait une atmosphère très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Elle était dominée par des gaz toxiques et dépourvue d'oxygène libre. Cependant, en dépit de cet environnement hostile, la planète est aussi le théâtre d'un processus crucial, le refroidissement de sa croûte externe, qui progressivement forme des océans. Ces premiers océans jouent un rôle fondamental. Ils deviennent le réservoir primordial où la chimie prébiotique, cette chimie à l'origine de la vie, pourra se déployer. La question centrale est alors, comment la vie est-elle apparue dans cet océan primordial? Les hypothèses scientifiques les plus acceptées nous racontent que sous l'effet de l'énergie fournie par les éclairs, les sources hydrothermales sous-marines ou encore les rayonnements ultraviolets, des molécules simples présentes dans l'atmosphère et dans l'eau se combinent pour former des molécules plus complexes, telles que les acides aminés, les bases azotées, des glucides et des lipides. Ces molécules sont les briques élémentaires des cellules vivantes. L'évolution de ces molécules vers des structures de plus en plus organisées forme des assemblages primitifs, parfois appelés protobiontes, capables de s'auto-assembler et de se reproduire de manière rudimentaire. C'est une aventure chimique qui, sur des centaines de millions d'années, conduit à la première forme de vie unicellulaire. Les plus anciens fossiles d'organismes vivants que nous connaissons aujourd'hui remontent à environ 3,5 milliards d'années. Ces micro-organismes sont des cyanobactéries, qui ont pour la première fois réussi à effectuer la photosynthèse. Ce processus a eu un impact révolutionnaire en libérant de l'oxygène dans l'atmosphère, transformant peu à peu la composition gazeuse de la Terre et rendant possible la vie aérobie, c'est-à-dire utilisant l'oxygène, et donc plus complexe. Avec ce changement majeur, appelé la Grande Oxydation, un nouveau chapitre s'ouvre dans l'histoire de la vie. L'augmentation de l'oxygène dans l'atmosphère conduit à la formation d'une couche d'ozone protectrice contre les radiations ultraviolettes, ce qui permet à la vie de se déployer hors de l'eau, vers les milieux terrestres. Passons maintenant à une étape décisive, l'émergence des premiers vertébrés. Ces animaux possèdent un axe squelettique interne, la colonne vertébrale, qui leur assure un soutien et une mobilité supérieure, une innovation qui va bouleverser la voie évolutive. Les premiers vertébrés apparaissent dans les océans il y a environ 530 millions d'années, lors de l'explosion cambrienne, période pendant laquelle la biodiversité marine éclate. Ces créatures primitives sont souvent microscopiques, sans mâchoire, comme les agnates. Leur évolution est lente, mais implacable, étendant graduellement l'éventail des formes et des niches écologiques occupées. Le déploiement vers la vie terrestre commence au Dévonien, il y a environ 375 millions d'années. Cette période est marquée par une série d'adaptations majeures, l'évolution des nageoires en membres dotés de doigts, la consolidation du squelette, le développement de poumons pour respirer l'air et la peau adaptée pour limiter la déshydratation. Ces innovations permettent aux premiers tétrapodes, ancêtres lointains de tous les vertébrés terrestres, de progressivement conquérir les zones humides et les terres émergées. Il ne faut pas sous-estimer l'environnement de cette époque. Les continents sont couverts de vastes forêts marécageuses, peuplées d'insectes géants et de plantes primitives telles que les premières fougères et lycophytes. Ces écosystèmes offrent nourriture et abri pour les premiers amphibiens, mais aussi des défis imposants.
variations de température, risque de dessèchement et prédation exacerbée. Pour survivre, ces premiers vertébrés terrestres développent des stratégies adaptatives importantes. Une peau renforcée, la capacité de se déplacer efficacement sur la terre ferme, et des systèmes respiratoires qui exploitent l'air. Malgré leur rudimentarité, ils marquent une étape clé dans la percée évolutive vers la biodiversité terrestre que nous connaissons aujourd'hui. Ce long processus s'inscrit dans un contexte géologique tout aussi dynamique. La tectonique des plaques façonne les paysages, crée ou élimine des mers intérieures, modifie les climats. Ces changements globaux imposent une pression constante qui pousse la vie à s'adapter, à innover ou disparaître. Les premières formes de vertébrés terrestres survivent ainsi dans un monde en perpétuelle mutation, un environnement où seuls les plus résilients et les mieux adaptés peuvent prospérer. Au terme de cette immense fresque, nous pouvons appréhender ses origines non pas comme une explosion soudaine, mais comme un lent entrelac d'événements, de transformations chimiques, biologiques et géologiques. De cette danse complexe, la vie a émergé de la soupe primitive, a conquis les océans, puis les terres, posant les bases d'une biodiversité que les dinosaures, bien plus tard, viendront enrichir. Alors que nous venons d'explorer ces tout premiers chapitres, nous sommes prêts à entrer dans l'ère où les dinosaures apparaissent et commencent à rivaliser pour la domination des écosystèmes. Un nouveau monde palpitant où la vie terrestre connaît des bouleversements intenses sous le ciel du Trias. Nous voici transportés plusieurs centaines de millions d'années plus tard, à une époque charnière de l'histoire de la vie sur Terre, le Trias. Il y a environ 252 à 201 millions d'années. Ce long intervalle marque la transition entre les ravages de la première grande extinction massive de la Terre et l'aube du règne des dinosaures. Pour comprendre cette émergence exceptionnelle, il nous faut d'abord peindre le contexte géologique et environnemental de cette période tumultueuse. Au début du Trias, la Terre vient tout juste de traverser la plus dévastatrice extinction de masse que l'on connaisse, celle de la fin du Permien, parfois surnommée la Grande Mort. Ce cataclysme a annihilé près de 90% des espèces marines et une grande partie de la vie terrestre. Les causes en sont complexes, incluant des éruptions volcaniques géantes, particulièrement celles du plateau sibérien, qui ont libéré d'immenses volumes de gaz toxiques, provoquant des changements climatiques dévastateurs et des perturbations océaniques majeures. Mais à l'issue de ce chaos, commence un véritable renouveau biologique. La géographie du monde est radicalement différente de celle de nos jours. Toute la surface continentale est réunie en un unique supercontinent appelé la Pangée. Ce gigantesque bloc terrestre, bordé par l'immense océan Pantalassa, présente de vastes zones intérieures arides, des chaînes de montagnes récentes et des climats extrêmes, marqués par de fortes variations saisonnières. Ces conditions défavorables créent des niches écologiques qui incitent à l'adaptation et à la diversification des espèces. Dans cet environnement incertain, les premiers dinosaures apparaissent. Mais il est important de préciser qu'ils ne sont pas encore les maîtres incontestés des écosystèmes terrestres. Les dinosaures naissants évoluent au sein d'un ensemble d'animaux reptiles plus anciens et diversifiés, notamment les archosaures non dinosaures, les mammaliens primitifs, ainsi que les grands amphibies et d'anciens reptiles marins. Cette faune concurrence les embryons des dinosaures dans une lutte pour la domination écologique. Les premiers dinosaures, qui émergent vers le Carnien, une subdivision du Trias moyen, sont pour la plupart de petite taille et bipèdes. L'exemple emblématique d'Eoraptor, un des plus anciens dinosaures découverts, illustre bien ce stade primitif. D'Eoraptor, on retient son agilité et son régime alimentaire omnivore.
lui permettant de tirer parti d'une grande diversité de ressources dans son environnement. Le succès précoce des dinosaures tient à plusieurs facteurs adaptatifs. Leur structure osseuse légère et creuse, héritée de leurs ancêtres archosaures, leur confère une agilité et un métabolisme potentiellement plus élevés que celui de leurs contemporains. Cette particularité évolutive leur offre un avantage crucial pour la recherche de nourriture et la fuite des prédateurs. Par ailleurs, la capacité de certains dinosaures à adopter un mode de vie bipède libère leurs membres antérieurs pour manipuler ou saisir. Une innovation qui prépare la voie à des adaptations fonctionnelles diverses au fil du temps. Cette flexibilité dans le mode de locomotion et l'alimentation sera un facteur déterminant dans la conquête progressive des niches écologiques variées. Cependant, les dinosaures doivent surmonter une compétition intense avec d'autres groupes comme les crurotarsiens, qui englobent des prédateurs robustes et les premiers grands herbivores. Ces derniers occupent des niches que les dinosaures commenceront seulement à investir plus tard, notamment dans le Jurassique. Les conditions climatiques du Trias influencent également cette course à la dominance. Le climat est généralement chaud et sec, avec des régions proches de l'équateur presque désertiques, et des zones plus tempérées aux latitudes moyennes. Ces conditions révèlent une grande variabilité, ponctuée d'événements climatiques violents tels que des tempêtes de poussière, des périodes de sécheresse ou des inondations localisées, qui mettent à l'épreuve la résilience des écosystèmes. Face à ce contexte, les premiers dinosaures adoptent des stratégies de survie adaptées. Ils exploitent des niches sous-utilisées, adoptent des comportements opportunistes et développent des capacités de thermorégulation qui les aident à gérer le stress thermique. Contrairement à d'autres reptiles plus pesants ou plus lents, ils exploitent une meilleure endurance et vitesse, leur permettant de coloniser des territoires variés, allant des plaines semi-arides aux forêts pionnières. Cette période triassique, parfois appelée âge des dinosaures primitifs, est ainsi fondatrice, car elle pose les bases d'une évolution explosive qui verra apparaître des groupes iconiques comme les théropodes, les sauropodes et les ornithischiens. Ces groupes, plus diversifiés et spécialisés, ne domineront cependant pleinement que dans le Jurassique et le Crétacé. Enfin, il est fascinant de noter que cette success story précoce des dinosaures n'a pas été linéaire. Leur arrivée s'est faite dans un monde instable, sous l'œil vigilant d'autres grands groupes reptiliens, dans une compétition constante pour chaque parcelle de ressources. Leur succès spectaculaire plus tard s'appuie donc sur des siècles de rivalité et d'adaptation fine. Ainsi, le Trias se présente comme un laboratoire naturel où la tectonique, le climat et la biologie s'entremêlent pour façonner les premiers pas des dinosaures vers leur domination prochaine. Tout est prêt pour la suite, celle d'un règne qui marquera profondément l'histoire de la vie terrestre, mais qui s'inscrira aussi dans un récit spectaculaire de défis permanents face aux éléments. Dans notre prochain chapitre, nous découvrirons comment la rupture progressive du supercontinent Pangée modifiera profondément les climats et habitats naturels, imposant de nouveaux défis et opportunités aux dinosaures et aux autres formes de vie. Cette étape, capitale, déclenchera une transformation géologique et écologique qui préparera le terrain à l'épanouissement spectaculaire des faunes mésozoïques. Dans cette étape de notre récit, nous plongeons au cœur d'un bouleversement tectonique majeur qui a profondément remodelé la surface de la Terre et influencé l'évolution de la vie. La rupture progressive du supercontinent Pangée. Cette gigantesque masse terrestre qui avait dominé le globe durant tout le Trias et jusqu'au début du Jurassique commence à se fissurer il y a environ 200 millions d'années. Un processus long et complexe, aux conséquences écologiques et climatiques considérables. La Pangée était un assemblage massif des continents actuels,
façonnant un paysage immense et relativement uniforme. Sa taille colossale engendrait des conditions climatiques extrêmes, notamment en raison d'un fort effet continental qui provoquait de grandes variations de température entre le centre des terres émergées et les côtes. Les régions centrales étaient souvent très arides, désertiques, tandis que les rives du supercontinent bénéficiaient de climats plus humides. Mais vers la fin du Trias et au début du Jurassique, la tectonique des plaques amorce une lente séparation de la Pangée. Ce début de fragmentation est notamment visible par l'ouverture progressive d'un rift, une sorte de fissure allongée qui va plus tard ouvrir des océans entre les masses continentales qui se séparent. Les premiers indices géologiques de ces mouvements comprennent des séismes, une augmentation de l'activité volcanique et la formation de bassins marins nouveaux. Cette séparation a des répercussions majeures sur le climat global. Au fur et à mesure que la masse continentale se morcelle, les vastes zones arides intérieures de la Pangée se réduisent. L'effet modérateur des océans, maintenant plus rapprochés des terres émergées, assure une meilleure circulation atmosphérique, favorisant des climats plus tempérés et plus humides. Ces changements climatiques stimulent l'apparition de nouveaux habitats, propices à la diversification de la vie. Par ailleurs, la fragmentation des terres engendre l'apparition de nombreux littoraux, baies et mers intérieures. Ces zones côtières jouent un rôle écologique essentiel, car elles offrent à la fois de nouvelles ressources alimentaires et des refuges pour un grand nombre d'espèces. Elles favorisent aussi les échanges biologiques entre populations avant isolées, mais aussi la spéciation, c'est-à-dire la formation de nouvelles espèces adaptées à ces environnements variés. L'impact sur la flore est lui aussi crucial. L'augmentation de l'humidité et la diversification des climats, notamment grâce à la génération de pluies plus régulières, encouragent le développement d'une végétation plus abondante, complexe et diversifiée, notamment des forêts de conifères, prêles et fougères arborescentes. Ce couvert végétal influencera fortement les chaînes alimentaires terrestres, offrant un éventail plus large de sources de nourriture aux dinosaures herbivores et à d'autres groupes d'animaux. Côté faunistique, la rupture de la Pangée et les changements environnementaux qui l'accompagnent participent à la diversification des dinosaures. La création de barrières géographiques, comme les mers naissantes entre les plaques continentales, joue un rôle déterminant dans l'isolement des populations, favorisant une évolution indépendante qui donnera naissance à différentes lignées adaptées à des conditions locales bien particulières. Cette dynamique engendre une compétition accrue entre les diverses espèces pour exploiter les nouveaux niches écologiques, qu'elles soient terrestres, côtières ou marines. Les dinosaures, en particulier les théropodes carnivores et les grands herbivores sauropodes, tirent profit de cette diversité d'habitats et commencent leur expansion marquante à travers la planète. Parallèlement, d'autres groupes, comme les premiers mammifères, les ptérosaures et les reptiles marins, s'adaptent aussi aux nouvelles opportunités, témoignant d'une intense réorganisation des écosystèmes. Ces transformations illustrent la résilience et l'ingéniosité de la vie face aux bouleversements géophysiques. Cependant, cette ère est également marquée par des phénomènes volcaniques intenses, liés en partie aux mouvements tectoniques. D'immenses éruptions libèrent des gaz et des particules qui peuvent momentanément modifier le climat, en refroidissant la planète ou en générant des pluies acides, soumettant les écosystèmes à de nouvelles épreuves. Ces crises ponctuelles imposent des contraintes de survie auxquelles la vie répond par des adaptations biologiques constantes. Ainsi, la rupture du supercontinent Pangée représente non seulement un événement tectonique majeur, mais aussi un moteur puissant de changement climatique
et écologique. La recomposition des espaces terrestres et marins ouvre la voie à une diversification rapide et spectaculaire des formes de vie dont les dinosaures profiteront dans les millions d'années à venir pour s'affirmer comme dominants des écosystèmes terrestres. C'est dans ce cadre que nous aborderons désormais les premières grandes crises du Mésozoïque, notamment les extinctions massives du Trias jurassique, dont les effets restructurent en profondeur les communautés vivantes et permettent à certains groupes, parmi lesquels les dinosaures, de s'imposer durablement. Nous voici à un moment crucial du Mésozoïque, entre la fin du Trias et le début du Jurassique, une période où la vie sur Terre est profondément ébranlée par une extinction massive d'envergure. Cette crise du Trias jurassique, qui s'est déroulée il y a environ 201 millions d'années, fut une transition déterminante qui bouleversa la composition des écosystèmes terrestres et marins et prépara l'essor des dinosaures en tant que groupe dominant sur notre planète. Pour saisir l'importance et les mécanismes de cet événement, il est impératif d'examiner les causes possibles qui ont conduit à de telles pertes biologiques. Parmi les hypothèses scientifiques les plus soutenues figure l'activité volcanique intense associée au supervolcanisme des trappes atlantiques centraux, une série d'éruptions gigantesques situées dans la région de l'actuel plateau de l'Atlantique central. Ces éruptions volcaniques ont libéré d'énormes volumes de gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone et le méthane, qui ont engendré un réchauffement climatique brutal et prolongé. Parallèlement, elles produisirent une pollution atmosphérique massive, notamment des sulfures acides, causant des pluies acides qui perturbaient les cycles biogéochimiques essentiels. Les océans, déjà fragilisés, ressentirent fortement ces perturbations. L'acidification, la baisse d'oxygène dissous appelée anoxie et des modifications des courants océaniques provoquèrent une mortalité massive des espèces marines, qu'il s'agisse de coraux, d'ammonites, de brachiopodes ou encore de certains groupes de poissons. La biodiversité marine subit ainsi une contraction dramatique, ne laissant qu'un faible nombre de lignées capables de survivre et de se diversifier ensuite. Sur les terres émergées, la crise eut également des effets sévères. Les écosystèmes forestiers, qui composaient l'habitat de nombreux quadrupèdes et petits vertébrés, furent perturbés par des épisodes répétés de sécheresse, associés à des variations climatiques extrêmes. De nombreuses plantes disparurent, réduisant les ressources alimentaires pour les herbivores et, par effet cascade, affectant aussi les carnivores. Néanmoins, cet épisode cataclysmique ne se résuma pas simplement à une hécatombe. En réalité, il établit un nouveau paysage biologique marqué par une sélection rigoureuse. Seuls les organismes les plus adaptables ou opportunistes purent survivre et s'épanouir. Cette extinction massive donna ainsi naissance à une réorganisation importante des écosystèmes. Les dinosaures, jusqu'alors encore minoritaires et soumis à une forte compétition avec d'autres reptiles, comme les crurotarsiens, profitèrent pleinement de ces ouvertures écologiques. Le déclin d'autres prédateurs et herbivores permit aux dinosaures de coloniser de nouveaux territoires et de se diversifier rapidement. C'est dans les cendres de cette extinction que se développa la radiation évolutive des théropodes, sauropodes et ornithischiens, qui deviendront les figures emblématiques du Mésozoïque. Parallèlement, certains groupes survécurent avec succès à la crise, formant la base des futures lignées de vertébrés terrestres. Les ancêtres des mammifères modernes, petits et nocturnes, purent subsister dans des niches écologiques marginales. Les premiers crocodiliens et certains amphibiens firent également preuve d'une remarquable résilience, traversant ces temps troublés pour s'adapter aux changements progressifs du climat et des habitats.
Il est intéressant de noter que cette extinction du Trias jurassique ne fut pas un événement ponctuel, mais plutôt une série d'impacts écologiques et climatiques répétés sur plusieurs centaines de milliers d'années. Cette instabilité prolongée accentua la pression évolutive et favorisa les espèces dotées de capacités d'adaptation rapides, des traits qui devinrent caractéristiques des dinosaures. Au-delà de son impact biologique, cette crise eut aussi des conséquences géographiques et stratigraphiques. Elle marque en effet la frontière qui sépare formellement le Trias du Jurassique, établie par la disparition massive de certaines espèces index, utilisées par les géologues pour dater les couches sédimentaires. Pour résumer, la crise du Trias jurassique fut une étape décisive pour la biosphère terrestre. Elle mit fin à la domination de groupes anciens et imposa une nouvelle hiérarchie écologique, marquée par l'essor des dinosaures. C'est un témoignage fort de la manière dont la vie sur Terre réagit aux aléas extrêmes, par des processus complexes de mort et de renaissance, de résistance et d'innovation. Alors que se referme ce chapitre de catastrophe et de transformation, notre exploration se dirige vers la période du Jurassique, une ère de prospérité et de diversification pour les dinosaures. Nous y verrons comment ces créatures extraordinaires s'imposèrent durablement et modifièrent profondément les paysages terrestres, façonnant les écosystèmes dans lesquels ils évoluaient. Au lendemain de la crise du Trias jurassique, la Terre entre dans une nouvelle ère géologique et biologique, le Jurassique, qui s'étend d'environ 201 à 145 millions d'années. Cette période se caractérise par un profond renouveau des écosystèmes terrestres et marins, ainsi que par le développement spectaculaire de la faune dinosaure. La transformation des paysages, couplée à un climat globalement plus chaud et humide, crée des conditions optimales pour l'expansion et la diversification de ces reptiles que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de dinosaures. Dès le début du Jurassique, les dinosaures prennent pleinement leur essor. Ils deviennent les acteurs principaux des écosystèmes terrestres, supplantant de nombreux groupes concurrents affaiblis lors des extinctions précédentes. Plusieurs lignées évoluent alors avec intensité. Les théropodes carnivores, comme les premiers membres du genre Allosaurus, gagnent en taille et en puissance. Les sauropodes herbivores massifs apparaissent et entament leur longue histoire en développant des adaptations uniques pour se nourrir d'une végétation abondante, tandis que les ornithischiens diversifient leurs stratégies alimentaires et comportementales. Cette profusion de dinosaures coïncide avec l'explosion et la complexification des écosystèmes forestiers. La végétation du Jurassique est dominée par des conifères, des fougères géantes, des prêles et des cicadales, formant des paysages souvent luxuriants et vastes. Ces forêts offrent un rôle crucial, fournissant de la nourriture en abondance ainsi qu'un habitat complexe, favorisant la spécialisation des espèces. Ces grandes forêts contribuent également à des cycles biogéochimiques stables, participant à la régulation du climat et à la formation de sols riches. Les modifications géographiques engendrées par la fragmentation progressive de la Pangée continuent à façonner le caractère des régions terrestres. La création d'espaces marins internes, de vallées fluviales, alluviales et de deltas fluviaux stimule la formation de réseaux d'habitats variés, allant des marais aux plaines inondables, sans oublier les zones côtières riches. Ces environnements écologiques diversifiés favorisent l'émergence de niches écologiques spécifiques, dans lesquelles différentes espèces de dinosaures trouvent des opportunités pour s'adapter et prospérer. En parallèle, la faune marine voit aussi un renouveau, avec l'apparition de nouvelles espèces de reptiles marins tels que les plésiosaures et une diversification des ammonites, qui servent souvent d'espèces indicatrices pour dater les couches rocheuses du Jurassique. Ces poissons osseux et ces reptiles
côtoient les dinosaures sur Terre, mettant en lumière un monde en pleine effervescence biologique. Par ailleurs, le Jurassique est ponctué d'événements géologiques tels que des phases d'activité volcanique régulières qui, bien qu'ayant parfois des effets perturbateurs locaux, participent à maintenir un climat chaud et humide sur la planète. Ces conditions climatiques favorisent la croissance végétale et la survie des grands herbivores, qui à leur tour soutiennent un réseau trophique complexe, abritant des prédateurs de plus en plus sophistiqués. Sur le plan évolutif, cette période voit émerger les premières formes d'oiseaux à partir des petits théropodes, au sein d'une lignée qui réussira plus tard à subsister après la fin du Mésozoïque. C'est dire à quel point le Jurassique est une période fondatrice, marquée par l'explosion de la biodiversité et les prémices d'une évolution majeure vers la faune moderne. Cependant, la prospérité des dinosaures ne doit pas faire oublier que ces millions d'années sont aussi synonymes de challenges permanents. Les changements climatiques locaux, les fluctuations des niveaux marins, ainsi que les événements volcaniques répétitifs exercent des pressions fortes sur la vie. Les écosystèmes jurassiques sont donc le théâtre d'une dynamique intense de compétition, d'extinction locale et d'innovations adaptatives. Ainsi, le Jurassique nous offre un magnifique spectacle, celui d'une Terre en pleine transformation, où les dinosaures s'imposent peu à peu comme les géants incontournables des paysages terrestres. Ce phénomène n'est pas qu'une simple affirmation biologique, mais le résultat d'interactions complexes entre la tectonique, le climat, la végétation et les dynamiques interespèces. Un équilibre fragile et changeant, toujours en mouvement, qui annonce les évolutions encore plus spectaculaires des périodes suivantes. En poursuivant notre voyage, nous plongerons désormais dans les multiples menaces auxquelles ces dinosaures ont dû faire face, notamment à travers les phénomènes volcaniques colossaux tels que ceux du plateau du Karou-Ferrar. Ces événements géologiques, combinés aux variations climatiques, ont sans cesse testé les mécanismes de survie et d'adaptation de la faune mésozoïque. Alors que le Jurassique avance, un événement d'une ampleur cataclysmique bouleverse temporairement le fragile équilibre de la biosphère terrestre. L'éruption colossale du plateau volcanique du Karou-Ferrar. Situé en Afrique australe et en Antarctique aujourd'hui, ce vaste ensemble de coulées basaltiques s'est formé il y a environ 183 millions d'années, à la charnière du Sinémurien-Pliensbachien, au cœur du début du Jurassique. Cette immense activité volcanique a eu des conséquences profondes sur les écosystèmes mondiaux, la composition chimique de l'atmosphère et la dynamique évolutive des espèces vivantes. Le plateau du Karou-Ferrar représente l'une des plus grandes provinces magmatiques dites traps, du suédois trapp, signifiant escalier, en référence aux formations de basalte qui ressemblent à des marches, comparables dans sa puissance à d'autres éruptions massives, comme celle du Décan en Inde. Sur des centaines de milliers d'années, des volumes colossaux de lave basaltique se sont déversés à la surface, recouvrant des centaines de milliers de kilomètres carrés et libérant simultanément d'immenses quantités de gaz volcaniques, tels que le dioxyde de carbone, CO2, le dioxyde de soufre, SO2, ainsi que des halogènes et d'autres composés toxiques. Ces émissions de gaz eurent des effets climatiques en cascade. Un réchauffement global dû à l'augmentation du CO2, suivi par un refroidissement temporaire provoqué par les aérosols sulfurés qui réfléchissaient la lumière solaire. Ce phénomène tangible modifia profondément les cycles météorologiques, menaçant les écosystèmes terrestres et marins à une échelle mondiale. L'intensité de ces troubles climatiques entraîna des stress environnementaux significatifs. Des périodes de sécheresse alternant avec des épisodes d'inondation, une acidification des océans et une baisse des teneurs en oxygène qui affecta lourdement la faune marine. Au sein des écosystèmes terrestres,
les végétaux duraient faire face à des conditions fluctuantes, impactant en cascade les herbivores, notamment les dinosaures et autres reptiles. Bien que cette crise ne soit pas une extinction massive au sens strict, elle provoqua cependant des extinctions spécifiques et des recompositions importantes dans les communautés vivantes. Face à ces menaces, la biosphère déploya diverses réponses adaptatives, témoignant de la résilience incroyable de la vie. Certaines lignées animales affichèrent plus de plasticité. Les dinosaures, dont la diversité augmentait à cette époque, montrèrent des capacités significatives d'adaptation aux variations climatiques. Des stratégies telles que la spécialisation alimentaire ou la mobilité vers des habitats favorables furent favorisées. Du côté végétal, cette période vit la montée en puissance des gymnospermes, notamment des conifères et des cicadales, plantes capables de résister à des conditions plus hostiles et moins riches en nutriments. Ces adaptations permirent de maintenir une couverture végétale suffisante pour soutenir un réseau trophique complexe, favorisant la survie et l'émergence d'espèces nouvelles. Par ailleurs, la perturbation des écosystèmes offrait également des opportunités évolutives. Les micro-habitats isolés, créés par des changements locaux dans le relief ou les flux d'eau, devinrent des refuges ou des foyers d'innovation morphologique et comportementale. En l'espace de quelques millions d'années, cela favorisa la diversification rapide de certains groupes, posant ainsi les bases d'une floraison biologique notable. Ce phénomène volcanique du Karoo fait rare nous rappelle la formidable interaction entre la géologie et la biologie. S'il apporta une menace indéniable, il engendra aussi une dynamique de renouvellement, un moteur puissant de sélection naturelle qui a façonné la trajectoire évolutive de nombreux êtres vivants, y compris les fameux dinosaures. En somme, l'éruption du plateau du Karoo fait rare symbolise un des nombreux défis extrêmes rencontrés par la vie sur Terre au Mésozoïque. Une épreuve qui souligne combien les espèces doivent conjuguer adaptation, endurance et innovation pour traverser des périodes d'instabilité majeure. Dans la partie suivante, nous explorerons comment, dans ce même contexte d'instabilité, les dinosaures ont su faire face aux variations climatiques régulières telles que les tempêtes, les saisons extrêmes et les sécheresses qui rythmaient leur quotidien au Jurassique. Ces conditions hostiles furent autant d'écoles de la résilience et de la diversité pour les lignées dinosauriennes. À l'époque fascinante du Jurassique, bien que les paysages terrestres aient en vue une explosion de biodiversité et une expansion des dinosaures, ces géants ne vivaient pas dans un monde tranquille et stable. Au contraire, ils évoluaient dans des environnements constamment soumis à des conditions climatiques extrêmes, des tempêtes dévastatrices, des saisons marquées par des contrastes brutaux et des épisodes prolongés de sécheresse sévère. Ces phénomènes ont modelé profondément non seulement les écosystèmes terrestres, mais aussi les stratégies adaptatives des dinosaures. Tout d'abord, il faut comprendre que le climat jurassique, bien que plus chaud en moyenne que celui d'aujourd'hui, était loin d'être uniforme. La fragmentation progressive du supercontinent Pangée se traduisait par de fortes variations régionales, tant en température qu'en humidité. Les zones équatoriales connurent à certains moments des moussons puissantes, avec de fortes précipitations, tandis que des zones continentales, éloignées des océans, étaient victimes de sécheresses prolongées, parfois suivies de pluies diluviennes et d'inondations subites. Ces conditions météorologiques extrêmes engendraient des tempêtes violentes qui balayaient régulièrement certaines régions, modifiant la végétation, remodelant les sols et affectant les ressources alimentaires. Pour les dinosaures, cette instabilité représentait un double défi: surmonter non seulement les changements rapides d'habitat, mais aussi répondre à l'irruption brusque d'événements météorologiques qui pouvaient menacer leur survie directe. Face à ces contraintes,
les dinosaures ont développé une panoplie d'adaptations remarquables. Chez les dinosaures herbivores, tels que les sauropodes gigantesques ou les ornithischiens variés, nombre d'entre eux avaient évolué des systèmes digestifs efficaces, capables de traiter une végétation de qualité variable, souvent pauvre ou dure, ce qui leur permettait de subsister même lors des périodes de raréfaction alimentaire provoquées par les sécheresses. Certains possédaient également des membres robustes, adaptés pour se déplacer sur de longues distances, ce qui facilitait la recherche de nouvelles zones de pâturage lorsque les lieux habituels devenaient impropres à la vie. Les dinosaures carnivores, quant à eux, bénéficiaient de capacités physiques telles que la vitesse, l'agilité et, dans certains cas, une endurance accrue, qui leur permettait de suivre ou de traquer des proies dispersées, voire migrantes, dans des paysages changeants. La flexibilité dans leur régime alimentaire, certains adaptant leur chasse à différentes espèces, constituait également un avantage face à la variabilité des populations de proies liées aux fluctuations climatiques. Plus encore, il semble que certains groupes aient développé des comportements sociaux complexes. Les traces de nidification en colonie et des comportements parentaux observés chez certains théropodes ou hadrosaures indiquent que la coopération au sein des groupes pouvait accroître les chances de survie, notamment face aux aléas climatiques, défense collective contre des prédateurs affamés ou protection des jeunes lors des épisodes hostiles. Sur le plan physiologique, bien que la question du métabolisme des dinosaures fasse encore débat, plusieurs indices suggèrent que beaucoup affichaient une forme de thermorégulation permettant de mieux gérer les contrastes thermiques entre le jour et la nuit. Un facteur essentiel dans les zones affectées par de fortes oscillations saisonnières. Certaines caractéristiques morphologiques, comme des crêtes osseuses, des plaques ou des épines, pourraient avoir contribué à réguler la température corporelle ou à dissiper la chaleur lors des fortes chaleurs. Enfin, la végétation, qui formait la base des écosystèmes, a elle-même évolué en réponse à ces contraintes climatiques. Les forêts n'étaient pas uniformes, certaines zones étant dominées par des conifères résistants à la sécheresse, tandis que d'autres hébergeaient des fougères ou des prêles, préférant les milieux plus humides. Cette variété permettait aux herbivores de s'adapter selon leur spécialisation alimentaire. Lorsque certains aliments se faisaient rares, d'autres sources étaient disponibles, créant un équilibre dynamique. Il ne faut pas ignorer que les conditions extrêmes contribuaient aussi à stimuler l'évolution rapide et la diversification. Les pressions continues pour survivre dans un environnement instable provoquaient des innovations et des spécialisations morphologiques, comportementales et écologiques, qui ont enrichi la complexité et la richesse de la faune jurassique. Ainsi, loin d'être de simples géants régnant sans contrainte, les dinosaures du Jurassique firent preuve d'une étonnante résilience et d'une remarquable capacité d'adaptation face aux défis imposés par des saisons extrêmes, des tempêtes puissantes et des sécheresses sévères. Leur succès évolutif repose autant sur ces réponses biologiques que sur leur taille impressionnante. Alors que nous tournons la page de cette période d'adaptations extrêmes, la suite de notre voyage nous mènera à observer plus en détail comment la diversification des dinosaures herbivores s'est articulée en relation étroite avec les fluctuations climatiques toujours présentes, avec leurs stratégies variées pour mieux exploiter les ressources alimentaires dans un monde en perpétuel changement. Entrons maintenant dans une étape fascinante de l'histoire du Mésozoïque. La diversification spectaculaire des dinosaures herbivores, un phénomène intimement lié aux variations climatiques et aux transformations profondes des écosystèmes terrestres. Au fil du Jurassique et surtout durant le Crétacé, les dinosaures herbivores connaissent une explosion de diversité aussi bien morphologique que écologique.
Cette montée en puissance s'accompagne d'une grande variété de stratégies alimentaires qui leur permettent de tirer pleinement parti des écosystèmes en perpétuel changement et d'occuper des niches écologiques très spécialisées. À la base de cette diversification se trouve la grande variété de plantes qui colonisent les terres. Les gymnospermes, conifères, cicadales et ginkgos dominent d'abord la végétation, offrant des ressources alimentaires relativement compatibles avec les dents et les systèmes digestifs des premiers dinosaures herbivores. Cependant, leurs feuilles souvent coriaces et résistantes imposent des contraintes aux herbivores, qui doivent développer des adaptations spécifiques pour extraire les nutriments. C'est dans ce contexte que certains groupes de dinosaures développent des adaptations morphologiques majeures pour exploiter au mieux cette végétation. Par exemple, les sauropodes géants, immenses herbivores à long cou, peuvent atteindre et brouter les feuilles haut placées des arbres, accédant ainsi à des ressources peu concurrentielles. Leur système digestif, sans doute basé sur une fermentation longue et efficace, leur permet de transformer des végétaux riches en fibres en énergie utilisable. Par ailleurs, les ornithischiens, une autre grande lignée d'herbivores, développent une diversité impressionnante d'adaptations dentaires. Certains groupes, comme les Styracosteridae et Hadrosaures, possèdent des batteries dentaires complexes, permettant de broyer, mastiquer et digérer une grande variété de plantes, favorisant ainsi une alimentation plus efficiente. Chez les ankylosaures ou les cératopsiens apparaissent des mâchoires puissantes, avec des rangées de dents adaptées à la coupe ou à la mastication intense. Ces variétés d'adaptation reflètent également une réponse directe aux variations climatiques qui prirent de l'ampleur durant le Crétacé. Les fluctuations locales ou régionales du climat entraînaient des changements dans les types de végétation disponibles. En période plus sèche, certains bois résistants ou des plantes au feuillage coriace dominaient, tandis qu'en contexte plus humide, des fougères ou autres plantes larges pouvaient prospérer. Cette dynamique favorisa une plasticité alimentaire chez les herbivores, qui purent de modifier leur régime ou se spécialiser selon leur environnement. Des études paléobotaniques et isotopiques sur les fossiles témoignent de ces interactions étroites. Par exemple, des variations dans la composition des isotopes du carbone dans les ossements de dinosaures herbivores montrent qu'ils ont adapté leurs habitudes alimentaires en fonction des changements de la végétation liés au climat. Certains pouvaient alterner entre différents types de plantes, ce qui constitue une stratégie d'adaptation efficace face à la variabilité environnementale. Au-delà de la simple alimentation, la diversification morphologique des dinosaures herbivores leur a aussi permis d'occuper des rôles écologiques variés. Certains étaient passéiformes, se déplaçant sur de grandes distances pour migrer entre zones favorables et moins favorables. D'autres, plus sédentaires, développaient des tactiques de défense élaborées, comme des armures osseuses, des pointes ou des cornes, pour résister aux attaques prédateurs dans des habitats souvent compétitifs. Il faut souligner l'impact profond de cette diversification sur les dynamiques écologiques globales. En entretenant et modifiant la végétation, en butinant autour des cours d'eau ou en creusant des tanières, les herbivores modifiaient leur environnement, façonnant ainsi les paysages et influençant la biodiversité locale, y compris celle des insectes, des petits vertébrés et des champignons microscopiques. Cette coévolution de la flore et de la faune herbivore montre combien les variations climatiques n'étaient pas seulement une source de stress, mais aussi un moteur de complexité et d'innovation biologique. En oscillant entre périodes plus sèches ou plus humides, le climat poussait la diversité à s'épanouir. En conclusion, la diversification des dinosaures herbivores au Mésozoïque est un excellent témoignage de la manière dont la vie s'adapte, innove et prospère
dans des environnements changeants. Ces savoir-faire morphologiques et écologiques, développés face aux variations climatiques, témoignent d'une résilience remarquable, préparant le terrain pour les splendeurs ultérieures de la vie terrestre. Dans la suite de notre exploration, nous nous intéresserons aux dinosaures carnivores, qui, confrontés à la rareté parfois problématique de leur proie et aux fluctuations énergétiques des écosystèmes, ont eux aussi développé des stratégies fascinantes pour survivre dans ce monde dynamique et parfois impitoyable. Alors que les dinosaures herbivores connaissaient une diversification remarquable dans le Mésozoïque, les dinosaures carnivores, eux, devaient relever un défi tout aussi exigeant: faire face à la variabilité des ressources alimentaires, notamment à la rareté des proies et aux fluctuations des besoins énergétiques qui en découlaient. Leur survie n'était pas assurée simplement par la force ou la taille, mais dépendait aussi d'une fine adéquation entre leurs capacités physiologiques, comportementales et les contraintes environnementales changeantes. Dès le Trias, et surtout au cours du Jurassique, les dinosaures carnivores, ou théropodes, évoluaient dans des écosystèmes où la densité des proies pouvait être incertaine ou inégale selon les périodes climatiques ou les régions. Ces carnivores devaient donc s'adapter pour assurer un apport énergétique suffisant, quitte à modifier leurs habitudes alimentaires ou à développer une plasticité comportementale et physiologique remarquable. Par exemple, la taille corporelle joua un rôle fondamental. Certains petits théropodes, agiles et rapides, pouvaient chasser des proies petites et aisément accessibles, y compris des insectes ou des petits vertébrés, contribuant ainsi à une alimentation opportuniste. Ceci leur permettait de subsister, même lorsque les proies de grande taille se faisaient rares. À l'opposé, les grands prédateurs, comme Allosaurus ou plus tard Tyrannosaurus, dépendaient de populations stables de gros herbivores. Ces carnivores, tout en usant de leur puissance et de leur stratégie de chasse, devaient parfois parcourir de longs territoires pour trouver leur nourriture, ce qui exigeait un métabolisme efficace capable de supporter ces dépenses énergétiques. La rareté des proies entraînait aussi des comportements adaptatifs. Certains dinosaures carnivores auraient pu être des opportunistes, complétant leur régime avec des charognes ou en exploitant diverses sources alimentaires. D'autres pouvaient adopter des stratégies sociales, chassant en groupe pour augmenter leurs chances de succès, un comportement suggéré par certaines découvertes paléontologiques révélant des traces de meutes ou des indices de coopération. Un autre aspect capital réside dans l'efficacité du métabolisme. Bien que la question du métabolisme des dinosaures soit encore débattue, certaines hypothèses suggèrent que des théropodes pouvaient réguler leur température corporelle, ce qui leur conférait une meilleure endurance et une capacité d'activité prolongée par rapport aux reptiles ectothermes classiques. Cette thermorégulation permettait aussi de gérer les fluctuations énergétiques causées par l'environnement, en optimisant la conversion des aliments en énergie. En outre, l'évolution des sens chez ces prédateurs fut cruciale. Des adaptations telles qu'une vision binoculaire précise, un odorat développé ou un système auditif performant amélioraient leur capacité à localiser rapidement les proies, ce qui était d'autant plus important dans des habitats où la dissimulation ou la dispersion des proies était élevée. Par ailleurs, les fluctuations climatiques déclenchant des épisodes de sécheresse ou des changements d'habitat influençaient la disponibilité des proies. Les carnivores avaient parfois besoin de suivre les déplacements migratoires des herbivores ou d'explorer de nouvelles régions pour trouver des proies suffisantes, ce qui renforçait leur capacité locomotrice et leur faculté d'adaptation au changement. Leur reproduction et leur cycle de vie étaient également adaptés à ces conditions fluctuantes. Certains pourraient avoir eu une croissance rapide pour atteindre rapidement une taille suffisamment grande
réduisant le risque de prédation ou de compétition. Cette stratégie favorisait la survie dans des environnements où la nourriture pouvait être intermittente. Au-delà de ces aspects biologiques et comportementaux, les théropodes étaient insérés dans des réseaux trophiques complexes où la compétition intra- et interspécifique pouvait être féroce. Ils devaient constamment ajuster leur stratégie pour éviter la surexploitation des ressources tout en maintenant leur position dans la chaîne alimentaire. Ainsi, les dinosaures carnivores du Mésozoïque illustrent parfaitement la manière dont une pression environnementale, ici la variabilité et la rareté des proies, agit comme un moteur puissant de l'évolution. Leur succès tient autant à leur capacité d'adaptation physiologique, comportementale et écologique qu'à leur puissance brute. L'étude de ces dynamiques nous éclaire sur les mécanismes fondamentaux qui régissent la survie des prédateurs dans des écosystèmes soumis à des contraintes variables, offrant un parallèle instructif avec les grands carnivores actuels qui font face, eux aussi, à des défis environnementaux sans cesse renouvelés. À mesure que les dinosaures carnivores affinèrent leur stratégie, le Mésozoïque continua d'être une époque dynamique où les écosystèmes évoluaient rapidement. Bientôt, nous aborderons la période du Crétacé inférieur, marquée par une évolution accélérée des écosystèmes et l'émergence de nouveaux groupes qui modifieront une fois encore le paysage biologique mondial. Le Crétacé inférieur, s'étendant d'environ 145 à 100 millions d'années avant notre ère, représente une période charnière et fascinante dans l'évolution de la vie sur Terre. Cette ère est marquée par une accélération spectaculaire de l'évolution des écosystèmes terrestres et marins, ainsi que par l'émergence de nouveaux groupes biologiques, dont certains allaient révolutionner la biodiversité planétaire. À la fin du Jurassique, le monde connaît encore des bouleversements géologiques profonds. La fragmentation progressive des continents continue, modifiant les réseaux océaniques et terrestres. Cette tectonique dynamique engendre l'apparition de mers intérieures chaudes et peu profondes qui inondent les plateformes continentales, créant ainsi des environnements propices à une diversité biologique croissante. Ces bassins marins, riches en nutriments, deviennent des niches écologiques remarquablement productives, favorisant l'explosion d'espèces marines comme les ammonites, les bélemnites et une variété d'autres invertébrés. Côté terrestre, les paysages se transforment également. Les climats demeurent globalement chauds et humides, mais avec un accroissement des contrastes saisonniers dans certaines régions. Cela influence directement la végétation, déjà dominée par les conifères, les fougères, les cicadales et gingos, mais surtout par l'apparition progressive des premières plantes à fleurs, ou angiospermes. Ce développement floristique est une révolution, apportant une nouvelle source de nourriture et de micro-habitats qui vont remodeler les chaînes alimentaires et les interactions biologiques. Les angiospermes ouvrent la voie à des interactions complexes avec les insectes pollinisateurs, préparant un avenir écologique collaboratif. Dans ce contexte, la faune terrestre se diversifie activement. Les dinosaures herbivores poursuivent leur diversification, exploitant ces nouvelles ressources végétales. Les ornithischiens, notamment les hadrosaures, commencent à afficher des adaptations dentaires et digestives sophistiquées qui leur permettent de mieux valoriser la végétation en expansion. Parallèlement, les sauropodes atteignent, dans certains cas, des tailles records, leurs longs cous et membres puissants leur offrant un accès privilégié à différentes strates végétales. Les dinosaures carnivores ne sont pas en reste. Les théropodes diversifient leur morphologie et leur comportement. Certains groupes se spécialisent dans la chasse de proies terrestres, d'autres explorent des niches plus inattendues. Cette période marque également une augmentation de la complexité sociale et quelques débuts de stratégies de chasse coopérative, bien que ces comportements restent encore partiellement discutés par les paléontologues.
Le Crétacé inférieur voit aussi apparaître les premiers oiseaux véritablement modernes, issus de petits théropodes. Ces volatiles pionniers témoignent d'une transition évolutive majeure, reliant le règne reptilien avec celui des oiseaux actuels. Enfin, cette époque est également marquée par la diversification de nombreux autres groupes. Les tortues explorent de nouveaux habitats, les crocodiliens acquièrent des formes variées, et les petits mammifères commencent à occuper des niches discrètes, souvent nocturnes. Il est aussi important de souligner que cette effervescence biologique se déroule dans un cadre souvent perturbé par des épisodes volcaniques, des fluctuations du niveau des mers et des changements climatiques rapides. Ces aléas imposent une pression évolutive intense, mais aussi une dynamique d'innovation permanente qui forge la richesse et la complexité des écosystèmes. En résumé, le Crétacé inférieur est une période où la vitesse de l'évolution s'accélère. Les écosystèmes se complexifient et les formes de vie emblématiques que nous associons aujourd'hui à cette ère apparaissent. Ces transformations posent les jalons d'un règne naturel exceptionnel, mais fragile, qui culminera avant la grande extinction du Crétacé paléogène. Alors que ce chapitre s'achève, nous nous préparerons maintenant à explorer l'impact des phénomènes volcaniques géants, comme les éruptions du plateau du Décane, ainsi que d'autres phénomènes volcaniques du Crétacé, qui auront des répercussions décisives sur les climats et la survie des espèces terrestres et marines. Au cours de la dernière partie du Crétacé, il s'est produit l'un des phénomènes géologiques les plus impressionnants et influents de l'histoire de la Terre. Les éruptions colossales du plateau du Décane, situé dans la région de l'actuelle Inde. Ces éruptions massives, souvent qualifiées de trappes du Décane, ont libéré sur plusieurs centaines de milliers d'années des volumes énormes de lave basaltique, ainsi que d'immenses quantités de gaz volcaniques, affectant durablement non seulement les paysages, mais aussi le climat et l'ensemble des organismes vivants. Les trappes du Décane couvrent aujourd'hui une superficie d'environ 500 000 km², avec des épaisseurs de coulées pouvant atteindre plusieurs kilomètres. Ces gigantesques flots de lave résultent d'une série d'éruptions répétées, intenses et prolongées, qui coïncident avec les derniers millions d'années avant la grande extinction du Crétacé paléogène, il y a environ 66 millions d'années. De telles éruptions ont entraîné des émissions colossales de dioxyde de carbone, dioxyde de soufre et autres gaz toxiques, provoquant des effets complexes et parfois contradictoires sur le climat. Un réchauffement global dû à l'effet de serre intense lié au CO2, mais également des refroidissements temporaires produits par les aérosols sulfurés qui pouvaient réfléchir la lumière solaire. Ces perturbations ont engendré des cycles climatiques extrêmes, marqués par des phases alternées de sécheresse, de pluies acides et de modification des cycles océaniques. Parallèlement aux trappes du Décane, d'autres phénomènes volcaniques importants ont eu lieu dans diverses régions du globe durant le Crétacé tardif. Ces éruptions massives, bien que moins vastes, ont aussi contribué à créer un climat instable sur plusieurs millions d'années, accentuant la pression environnementale sur les écosystèmes. Les conséquences écologiques sont multiples et profondes. Les écosystèmes terrestres souffrent d'abord de la dégradation de l'habitat par les coulées de lave et les émissions toxiques, mais surtout de la modification du climat qui affecte la végétation ainsi que la disponibilité des ressources alimentaires. En particulier, ces crises aggravent la fragmentation des habitats, forçant la faune à se restreindre dans des refuges ou à s'adapter rapidement pour survivre. Dans les océans, les phénomènes volcaniques participent à des épisodes d'anoxie, des périodes où l'oxygène dissous est si faible qu'il menace la vie marine. Ces épisodes sont associés à des extinctions sélectives,
affectant des groupes tels que les ammonites, les coraux et certains types de poissons. Ces crises illustrent la sensibilité extrême des écosystèmes océaniques aux perturbations chimiques et physiques. Toutefois, si ces événements volcano-climatiques ont contribué à fragiliser la biosphère, ils ne peuvent à eux seuls expliquer la totalité des extinctions observées à la fin du Crétacé. En effet, leur chevauchement temporel avec l'impact d'un énorme astéroïde dans la région du Yucatan indique que ce sont probablement des effets combinés qui ont scellé le destin de nombreuses espèces, y compris celui des dinosaures non aviens. Malgré leur apparente destructivité, ces grandes phases volcaniques ont aussi généré des renouvellements écologiques. Ils ont provoqué la formation de sols fertiles à partir des cendres volcaniques, favorisé la diversification post-crise de certaines lignées végétales et animales, et servi de moteur à une sélection naturelle accélérée. L'étude détaillée des trappes du Deccan et de leurs impacts illustre parfaitement combien les phénomènes géologiques peuvent influencer à la fois la dynamique des écosystèmes et la trajectoire évolutive des espèces. Ces éruptions sont un rappel puissant de l'interdépendance entre l'activité terrestre profonde et la vie à la surface de la planète. Alors que nous continuerons notre exploration, nous verrons comment ces bouleversements volcaniques interagissent avec des changements climatiques brutaux, notamment les phases successives de réchauffement, de refroidissement et les transgressions marines, qui ont rythmé la fin du Mésozoïque, sculptant l'histoire finale des dinosaures avant leur disparition. Le Mésozoïque, cette ère emblématique dominée par les dinosaures, ne fut pas un simple continuum stable et paisible. Il fut au contraire le théâtre de changements climatiques brutaux qui transformèrent profondément les paysages et les écosystèmes terrestres et marins. Ces oscillations marquées entre phases de réchauffement et de refroidissement, ainsi que les transgressions marines, phénomènes où la mer monte et envahit les terres émergées, eurent des conséquences considérables sur la distribution des espèces et leur évolution. Dans le détail, ces changements s'inscrivent dans des cycles variés, de quelques milliers à plusieurs millions d'années, souvent liés à l'activité tectonique et volcanique, mais aussi aux modifications orbitalières de la Terre. Le réchauffement climatique, parfois intense, résultait principalement de l'accumulation de gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone, libéré lors de vastes éruptions volcaniques, comme celle du plateau du Deccan ou du Karoo-Ferrar, ou généré par la décomposition massive de matière organique. Ces hausses thermiques accentuaient l'évaporation, modifiant les régimes pluviométriques et créaient souvent de vastes zones semi-arides. À l'opposé, des phases de refroidissement, moins fréquentes mais tout aussi marquantes, pouvaient être déclenchées par l'émission massive d'aérosols sulfurés injectés en haute atmosphère, qui réfléchissaient la lumière solaire et induisaient un effet écran. Ce refroidissement temporaire pouvait durer plusieurs milliers d'années, provoquant une contraction des habitats favorables, voire des extinctions localisées. Les transgressions marines, quant à elles, sont des montées remarquables du niveau des mers, souvent liées à la dilatation thermique des océans lors des périodes chaudes ou aux phénomènes tectoniques créant des bassins marins. Ces incursions envahissaient parfois de vastes surfaces continentales, formant des mers peu profondes et riches en nutriments, qui offraient d'incroyables opportunités biologiques. Cependant, elles fragmentaient aussi les terres émergées, isolant les populations et générant des processus d'allopatrie, c'est-à-dire de spéciation dus à l'isolement géographique. Un exemple marquant est la transgression du Crétacé supérieur, où des mers peu profondes recouvrirent une partie importante des continents, transformant les habitats terrestres en îles et conférant une mosaïque complexe d'écosystèmes. Ces environnements isolés furent des laboratoires d'évolution,
favorisant la diversification de nombreuses espèces. Ces phénomènes de fluctuation climatique influencèrent directement la dynamique des dinosaures. Certains groupes herbivores durent adapter leur alimentation ou migrer vers des zones plus favorables. D'autres s'éteignirent localement. Les dinosaures carnivores durent également ajuster leur stratégie de chasse, souvent associée à la disponibilité des proies et à la fragmentation des populations. Au niveau marin, ces changements provoquèrent des perturbations majeures dans la biodiversité, notamment lors des périodes d'anoxie liées à une stratification accrue des eaux. Les ammonites, bélemnites et autres invertébrés furent particulièrement affectés, ce qui eut un impact en cascade sur les chaînes trophiques. Ces épisodes climatiques brutaux montrent que la planète est un système en perpétuelle évolution, où la vie s'adapte, migre, s'éteint ou se renouvelle en réponse aux forces physiques qui la façonnent. Le Mésozoïque illustre ainsi magnifiquement la résilience et la capacité d'innovation des êtres vivants face aux défis climatiques. Alors que nous poursuivons notre exploration, nous verrons comment ces fluctuations influencèrent la résilience des écosystèmes, en particulier le rôle essentiel que jouèrent les forêts, les mangroves et les zones côtières dans la survie et la continuité des espèces au fil des crises successives. À travers les bouleversements climatiques majeurs et les crises écologiques qui ont jalonné le Mésozoïque, certains écosystèmes ont montré une extraordinaire capacité de résilience, jouant un rôle crucial dans la survie et la préservation de la biodiversité. Parmi ces sanctuaires naturels, les forêts denses, les mangroves et les zones côtières se distinguent particulièrement, formant des refuges et des centres névralgiques où la vie a su non seulement subsister, mais aussi se réinventer. Les forêts du Mésozoïque étaient avant tout dominées par des gymnospermes, tels que les conifères, mais aussi par des cicadales et des fougères arborescentes. Ces vastes étendues boisées formaient un véritable réseau complexe d'habitats qui offrait nourriture, abri et microclimat favorables à une multitude de formes de vie. Leur densité et leur diversité structurale protégeaient les petites espèces du climat extérieur, souvent tumultueux, tempérant les effets des sécheresses, des tempêtes ou des fortes variations thermiques. Ces forêts servaient ainsi de barrière naturelle contre les aléas environnementaux, garantissant une continuité écologique essentielle. Les zones côtières, quant à elles, constituées de plages, estuaires et lagunes, furent des zones de production biologique exceptionnelles. Elles accueillaient particulièrement les mangroves, ces forêts humides adaptées aux eaux salées et aux marées. Les mangroves agissaient comme d'importants filtres naturels, réduisant la violence des vagues et limitant l'érosion côtière, tout en fournissant des sites protégés où de nombreux animaux pouvaient se réfugier. Ces écosystèmes mixtes servaient de berceau à la vie juvénile de nombreuses espèces aquatiques et terrestres, favorisant ainsi le maintien des populations malgré les perturbations environnantes. Dans la dynamique évolutive, ces milieux structurants ont agi comme des refuges critiques lors des grandes crises. Les extinctions locales y furent bien souvent moins sévères, permettant la survie et la reproduction d'espèces clés. Cette persistance favorisa la recolonisation progressive des zones environnantes, une fois les conditions plus favorables revenues. Par ailleurs, la diversité écologique des forêts et mangroves favorisait la coexistence d'un grand nombre d'espèces, limitant l'épuisement brutal des ressources et assurant une meilleure stabilité des chaînes alimentaires, essentielle en période de stress. Au niveau biologique, ces habitats ont aussi été des moteurs de diversification. La complexité des interactions entre plantes, insectes pollinisateurs, petits vertébrés, mais aussi micro-organismes du sol, favorisait la coévolution, générant des innovations qui renforçaient la résilience globale des populations. En somme,
le rôle protecteur et structurant des forêts, mangroves et zones côtières apparaît essentiel dans la compréhension de la survie des espèces durant les phases critiques du Mésozoïque. Ces écosystèmes ont offert un havre sécuritaire où la vie a pu résister, s'adapter et préparer sa renaissance, malgré les tempêtes de l'histoire géologique. Alors que nous poursuivons notre exploration, nous aborderons les phénomènes de coévolution entre les dinosaures, les insectes, les plantes à fleurs et l'évolution de la pollinisation, démontrant combien l'interdépendance des formes de vie a contribué à leur survie et leur diversification. À mesure que le Mésozoïque avance, une dynamique subtile mais fondamentale se met en place, celle de la coévolution entre les dinosaures et d'autres composantes essentielles des écosystèmes, notamment les insectes et les plantes à fleurs, ou angiospermes. Cette interaction entrera dans une phase d'explosion évolutive au Crétacé, marquant un tournant décisif pour la diversification de la vie terrestre. Depuis les premières apparitions de dinosaures, ces animaux ne vivaient pas isolés. Ils peuplaient des environnements où les plantes et les insectes étaient déjà présents depuis des centaines de millions d'années, façonnant et étant façonnés par ces interactions complexes. Cependant, ce ne sera qu'avec la montée en puissance des angiospermes, il y a environ 125 millions d'années, que ce jeu coévolutif atteindra une intensité nouvelle. Les plantes à fleurs implantent rapidement un nouveau mode de reproduction. La pollinisation sexuée, facilitée et souvent spécialisée par les insectes, qui deviennent ainsi bien plus qu'un simple groupe d'aliments ou de parasites pour les dinosaures. Cette relation mutualiste déclenche une prolifération rapide des espèces tant végétales qu'insectes, notamment les hyménoptères, abeilles, guêpes, et les coléoptères, scarabées, qui développent des adaptations morphologiques pour collecter ou transférer le pollen. Du côté des dinosaures herbivores, leur diversification accompagne celle des plantes. L'apparition de nouveaux types de végétaux, souvent plus nutritifs et spécialisés, influence directement leurs stratégies alimentaires. Certains dinosaures évoluent vers des régimes alimentaires adaptés à cette nouvelle flore, tandis que les changements dans la morphologie de leurs dents, mâchoires et systèmes digestifs témoignent de leur adaptation progressive aux angiospermes. Les insectes, en retour, bénéficient aussi de la diversité croissante des habitats et des micro-environnements générés par la diversité floristique. Ils deviennent des acteurs incontournables des réseaux trophiques, non seulement comme pollinisateurs, mais également comme proies ou compétiteurs, alimentant les dinosaures insectivores et d'autres petits vertébrés. Par ailleurs, certaines plantes développent des stratégies défensives contre les herbivores, produisant des composés chimiques toxiques ou inconfortables, ce qui va stimuler la course à l'armement évolutive. Cette guerre évolutive favorise l'émergence continue de nouvelles adaptations, tant chez les plantes que chez leurs consommateurs. Cette coévolution participe à une complexification des écosystèmes, où les interactions ne sont jamais unilatérales, mais toujours imbriquées. L'équilibre de ces communautés repose sur la capacité des espèces à s'adapter en continu aux changements induits par leurs partenaires de coévolution. Un exemple remarquable de cette dynamique est le développement des nids et comportements sociaux complexes chez certains dinosaures, qui permettaient d'optimiser l'exploitation des ressources floristiques et entomologiques, comme les zones de nidification proches de floraisons abondantes, offrant sécurité et alimentation. En somme, la coévolution entre dinosaures, insectes et plantes à fleurs illustre à merveille comment la vie sur Terre repose sur un réseau d'interdépendance, où chaque composant évolue en réponse aux autres. Cette danse évolutive, parfois lente, parfois explosive, a contribué à façonner la biodiversité spectaculaire qui, bien qu'ayant subi de nombreuses crises, demeure la base du vivant contemporain. Ensuite,
nous découvrirons comment certains dinosaures ont su survivre dans des conditions extrêmes, notamment dans les hauts lieux polaires du Crétacé, où ils affrontaient la nuit polaire et des climats glacials, défiant ainsi les limites connues de leurs adaptations. À mesure que le Crétacé avançait, les dinosaures ne se limitaient pas aux régions tempérées et tropicales que l'on imagine souvent lorsqu'on évoque leur règne. Certaines espèces colonisaient également les hautes latitudes, y compris les régions polaires, là où les conditions climatiques étaient particulièrement extrêmes. Survivre dans ces environnements exigeait des adaptations remarquables afin de faire face à des défis aussi hostiles que la nuit polaire prolongée, les températures basses et les variations saisonnières intenses. Dans ces latitudes élevées, qui à l'époque étaient situées près quelques degrés autour des pôles, la durée de la nuit hivernale pouvait s'étendre sur plusieurs mois d'affilée. Ce phénomène de nuit polaire impliquait une absence totale de lumière solaire, ce qui impactait directement la disponibilité des ressources alimentaires, notamment la photosynthèse des plantes, et donc la chaîne alimentaire qui en dépendait. Les plantes devaient survivre à des cycles de croissance très courts, tandis que les herbivores et les carnivores devaient gérer des périodes prolongées de disette. Pour faire face à ces périodes difficiles, certains dinosaures polaires ont développé des adaptations physiologiques et comportementales spécifiques. Bien que les preuves fossiles soient encore parcellaires, plusieurs indices suggèrent qu'ils étaient capables de thermorégulation avancée, ce qui leur permettait de maintenir une température corporelle stable malgré le froid intense. Certains chercheurs avancent l'hypothèse que ces dinosaures pouvaient être endothermes, ou au moins présenter un métabolisme intermédiaire entre celui des reptiles ectothermes et des mammifères endothermes. Outre la gestion du froid, ces dinosaures durent également adapter leur comportement pour survivre à la nuit polaire. Il est probable qu'ils aient pratiqué des mouvements migratoires saisonniers, s'éloignant des régions les plus froides pendant les mois d'hiver pour rejoindre des zones plus propices. D'autres auraient pu adopter des modes de vie plus sédentaires, en ralentissant leur métabolisme et leur activité pendant les périodes de pénurie, semblablement à une forme d'hibernation ou de torpeur. Ces stratégies comportementales augmentaient leurs chances de survie dans des environnements aux ressources fluctuantes. Les fossiles découverts dans des formations du Crétacé en Antarctique, en Alaska ou en Sibérie témoignent de la présence de diverses espèces de dinosaures, notamment des hadrosaures, connus pour leur extraordinaire succès dans ces régions. Ces hadrosaures étaient probablement capables de se nourrir d'une grande variété de plantes, y compris celles adaptées aux conditions froides, telles que les conifères et les fougères, et présentèrent des adaptations dentaires pour traiter ce type d'alimentation. Les dinosaures carnivores vivant dans ces régions exploitaient probablement des stratégies de chasse efficaces pour faire face à l'alternance entre abondance et rareté de proie. Leur endurance, leur mobilité et leur aptitude à saisir rapidement les occasions alimentaires étaient des atouts majeurs pour traverser ces périodes difficiles. Ces constats montrent combien la conquête des environnements polaires au Crétacé fut un exploit remarquable en matière d'adaptation biologique, attestant d'une flexibilité écologique surprenante chez les dinosaures. Cela remet aussi en question certaines idées anciennes qui les présentaient exclusivement comme des animaux de climat chaud. En somme, les dinosaures polaires nous offrent une vue fascinante sur la manière dont la vie a pu repousser ses limites dans des conditions extrêmes, anticipant les adaptations que l'on observera chez certaines espèces modernes face au climat froid. Dans les prochaines étapes de notre exploration, nous analyserons l'impact des météorites avant la grande extinction du Crétacé, les effets locaux dramatiques de ces collisions, ainsi que les réponses écologiques qui en découlèrent, participant finalement à la sculpture du vivant tel que nous le connaissons aujourd'hui. Avant la grande extinction du Crétacé paléogène, il y eut plusieurs impacts météoritiques
dont les effets furent notables à l'échelle locale et parfois régionale, modifiant temporairement les écosystèmes et influençant les dynamiques écologiques. Ces collisions, bien que moins cataclysmiques que celles du fameux astéroïde ayant frappé la péninsule du Yucatan, ont néanmoins participé à des perturbations marquées, offrant un avant-goût des bouleversements majeurs à venir. Les cratères identifiés sur plusieurs continents témoignent de ces impacts multiples. À chaque choc, une libération d'énergie colossale projetait des débris dans l'atmosphère, déclenchant des incendies à grande échelle, des tsunamis côtiers et des ondes de choc qui remodelaient le paysage. Ces phénomènes conduisaient à une destruction localisée de la végétation et à des perturbations majeures des chaînes trophiques, tant terrestres que marines. Les effets écologiques immédiats incluaient la disparition temporaire ou prolongée d'espèces végétales dans les zones impactées, provoquant le déplacement ou la mortalité des herbivores dépendants, et par extension, de leurs prédateurs. Ces perturbations fragilisaient la structure des communautés vivantes, réduisant la complexité des interactions écologiques. Paradoxalement, ces épisodes furent aussi des moteurs de renouvellement. La création d'habitats ouverts et la redistribution des ressources favorisaient la colonisation par des espèces pionnières, souvent plus résistantes ou opportunistes. Dans ces phases de reconquête, de nouvelles niches étaient disponibles, stimulant l'évolution adaptative et l'apparition de formes innovantes. Certaines lignées d'insectes, de petits vertébrés, voire de plantes faiblement spécialisées, trouvèrent ainsi un avantage temporaire, profitant des milieux modifiés, tandis que d'autres groupes plus spécialisés ou dépendant d'équilibres précis se trouvaient en difficulté. Ce dynamisme accentuait la mosaïque écologique, où l'espace et les ressources fluctuants imposaient des contraintes évolutives importantes. Ces impacts météoritiques précurseurs du Crétacé-Paléogène révèlent la façon dont la vie répond aux chocs soudains, par des vagues alternées de destruction et de colonisation, gestion progressive des stress biologiques et processus d'innovation évolutive. Ils illustrent aussi la fragilité relative des écosystèmes face à des événements extrêmes, tout en soulignant les capacités d'adaptation et de résilience des formes de vie. Ainsi, en étudiant ces précédents impacts, nous comprenons mieux le contexte global dans lequel s'est déroulée la grande extinction finale, prélude à une remise à zéro profonde des trajectoires évolutives sur Terre. Dans la prochaine partie, nous aborderons précisément ce scénario apocalyptique du Crétacé-Paléogène, l'impact cataclysmique entraînant un hiver d'impact et une sélection naturelle impitoyable, sculpture ultime du vivant moderne. L'extinction du Crétacé-Paléogène, survenue il y a environ 66 millions d'années, marque l'un des tournants les plus dramatiques et étudiés de l'histoire de la vie sur Terre. Ce cataclysme, souvent qualifié d'extinction massive, a vu disparaître près de 75% des espèces vivantes, dont la totalité des dinosaures non aviens. Ce scénario complexe, qui associe un impact météoritique d'une puissance prodigieuse à un effet boule de neige climatique, reste une leçon frappante sur la fragilité et la résilience du vivant. L'élément central à l'origine de cette extinction est l'impact d'un astéroïde de plus de 10 km de diamètre, qui s'est écrasé dans la région du Yucatan, créant le cratère de Chicxulub, aujourd'hui partiellement submergé dans le golfe du Mexique. L'énergie libérée par ce choc a été colossale. Des ondes de choc, des incendies tueurs généralisés, des tsunamis océaniques gigantesques et l'injection dans l'atmosphère de milliards de tonnes de poussière et de débris. Ces particules, en suspension à haute altitude, ont formé un véritable écran opaque, bloquant la lumière solaire pendant plusieurs mois voire années. Le phénomène, appelé hiver d'impact,
a engendré une chute dramatique des températures globales, privant de lumière la photosynthèse végétale, base de toute chaîne alimentaire terrestre et marine. Cette réduction brutale de la production primaire a entraîné l'effondrement rapide des écosystèmes. Parallèlement, la disparition progressive du rayonnement solaire provoqua un refroidissement drastique, ne laissant que peu d'alternatives aux animaux et végétaux. Dans ce contexte hostile, une sélection naturelle impitoyable s'est mise en place, favorisant les espèces capables de s'adapter à des conditions extrêmes, de réduire leurs besoins énergétiques ou de bénéficier de niches écologiques inédites. Les espèces lentes à reproduire, spécialisées dans des régimes alimentaires étroits ou dépendantes d'écosystèmes stables, ont été les plus durement touchées. À l'inverse, les petits vertébrés endothermes, comme les ancêtres des mammifères ou certains oiseaux, ont pu tirer profit de leur flexibilité comportementale et écologique, leur permettant de traverser cette crise majeure. Les conséquences furent également majeures dans les océans. De nombreuses espèces marines, à coquilles et squelettes calcaires, comme les ammonites, disparurent intégralement, tandis que d'autres groupes marins durent s'adapter à des conditions altérées, notamment des périodes d'anoxie et des acidifications. Ce scénario, bien que marqué par des destructions massives, fut aussi un moteur puissant d'innovation biologique. L'effondrement de groupes dominants ouvrit des niches écologiques jusque-là inaccessibles, favorisant la radiation évolutive de mammifères, oiseaux et plantes à fleurs, préparant la biodiversité que nous connaissons aujourd'hui. En somme, l'extinction du Crétacé-Paléogène est un événement exemplaire où l'interaction entre une catastrophe géophysique soudaine et une sélection naturelle radicale a redessiné la trame de la vie. Une fin qui fut aussi, paradoxalement, un nouveau commencement. Nous aborderons à présent les survivants de cette grande extinction et les transitions qui ont conduit à l'émergence des lignées modernes, issues des dinosaures, révélant la remarquable capacité d'adaptation du vivant face à l'adversité. Après la grande extinction du Crétacé-Paléogène, un bouleversement profond transforma la vie sur Terre. Si la majorité des dinosaures non aviens disparus, certains groupes, notamment les ancêtres des oiseaux modernes, réussirent à traverser ce cataclysme, ouvrant la voie à une transition évolutive majeure. Ces survivants et leurs descendants incarnent la capacité remarquable de résilience et d'adaptation de la vie face à des crises extrêmes. Les oiseaux, issus d'un petit groupe de théropodes maniraptoriens, sont sans doute les héritiers directs de cette grande extinction. Leur structure légère, leur capacité de vol et leur métabolisme élevé leur permirent de s'adapter à des environnements changeants et de coloniser des niches écologiques laissées vacantes. Cette flexibilité fut un atout majeur pour affronter les nouvelles conditions écologiques post-extinction. Au-delà des oiseaux, plusieurs autres groupes apparentés aux dinosaures démontrèrent une singulière capacité à survivre. Parmi eux, certains petits reptiles, mammifères primitifs et autres archosaures ont su profiter des destructions pour se diversifier et occuper progressivement des rôles écologiques plus variés. Ces lignées, souvent caractérisées par des régimes alimentaires omnivores ou spécialisés et des comportements adaptatifs, créèrent les bases des écosystèmes mésozoïques modifiés. Cette période de transition fut aussi marquée par la reconstruction progressive des écosystèmes terrestres et marins. Les niches écologiques libérées stimulèrent une radiation évolutive rapide, menant à l'émergence de nouvelles formes de faune et de flore. Les mammifères, en particulier, profitèrent de l'absence des grands dinosaures prédatés, évoluant vers des tailles, formes et modes de vie diversifiés qui nourriraient la biodiversité future. Les plantes aussi participèrent à cette renaissance biologique. Les angiospermes, déjà apparus avant l'extinction, s'imposèrent davantage, transformant les paysages
et façonnant les relations écologiques avec les animaux survivants. Ce renouvellement végétal offrit à son tour de nouvelles ressources pour la faune en expansion. Les fossiles découverts dans des strates postérieures à l'extinction témoignent donc non seulement d'une perte impressionnante, mais aussi d'une remarquable efficacité adaptative. Ils révèlent des groupes capables de tirer parti des changements, témoignant d'un agencement complexe entre évolution, écologie et géologie. Cette phase de transition post-extinction est fondamentale pour comprendre la forme actuelle de la biodiversité terrestre et marine. Elle illustre comment l'adversité extrême peut paradoxalement créer des opportunités, transformant profondément la direction évolutive du vivant. Dans la suite de notre exploration, nous analyserons les mécanismes de résilience post-crise, la reconstruction progressive des écosystèmes et l'héritage des stratégies de survie mises en œuvre par ces espèces pour affronter les défis du monde nouveau. Après les ravages causés par la grande extinction du Crétacé-Paléogène, la Terre entame un long processus de résilience, marquant une étape cruciale dans la reconstruction des écosystèmes et le renouveau de la biodiversité. Cette renaissance illustre la formidable capacité du vivant à se réorganiser, à innover et à s'adapter, même après les pires catastrophes. Dans les écosystèmes terrestres, la disparition des dinosaures non aviens libéra de vastes niches écologiques. Ce vide écologique fut rapidement comblé par l'expansion des mammifères, qui, jusqu'alors limités à des tailles modestes et à des habitats marginaux, se diversifièrent en une multitude de formes, allant des petites espèces insectivores aux grands herbivores et carnivores. Cette radiation évolutive témoigne d'une diversification accélérée, motivée par la disponibilité nouvelle de ressources et la réduction de la compétition. Les plantes à fleurs, déjà en expansion avant la crise, continuèrent leur essor, prenant une place prépondérante au sein des paysages. Elles formèrent des forêts denses, variées et stratifiées, qui offrirent aux animaux un droit de cité nouveau. Les interactions complexes entre végétaux, pollinisateurs et herbivores façonnèrent des écosystèmes fonctionnels, dynamiques et résilients. Au sein des océans, une évolution similaire se déroula. Les groupes marins, tels que les poissons osseux, les requins et les mollusques, connaissaient une diversification importante, profitant des opportunités engendrées par la réorganisation des chaînes alimentaires. La vie marine, bien que fragilisée par les précédentes crises, démontrait une remarquable capacité à se régénérer et à s'adapter à de nouvelles conditions. Les mécanismes de survie qui émergèrent post-crise comportaient plusieurs axes essentiels. D'une part, la plasticité écologique, la capacité à modifier son régime alimentaire, son comportement ou son habitat pour s'adapter aux nouveaux environnements. D'autre part, la diversification reproductive, avec des cycles de vie adaptés pour maximiser la survie en milieu instable. Enfin, les stratégies sociales et collaboratives, observées notamment chez certains mammifères et oiseaux, facilitèrent la survie collective dans des environnements mouvants. Ces mécanismes ne sont pas seulement anecdotiques, ils représentent un véritable héritage évolutif, présent encore aujourd'hui chez de nombreuses espèces. Ils démontrent comment les crises, loin d'être des arrêts brutaux, peuvent être aussi des tremplins, favorisant l'émergence de nouveautés biologiques et la sophistication des interactions écologiques. La résilience post-crise du Mésozoïque offre ainsi une clé essentielle pour comprendre non seulement l'histoire ancienne de la Terre, mais aussi les défis contemporains que la biodiversité doit affronter face aux changements environnementaux rapides. Alors que nous approchons de la fin de notre exploration, nous conclurons avec les leçons du passé, mettant en lumière comment les adaptations extrêmes et la résilience face aux catastrophes offrent des perspectives précieuses pour comprendre et préserver la biodiversité future de notre planète. L'histoire de la vie sur Terre
est une chronique marquée par une succession d'événements dramatiques, de transformations profondes et d'adaptations spectaculaires. En observant les archives géologiques et biologiques, notamment à travers le prisme des dinosaures et des crises qu'ils ont traversées, nous pouvons tirer des leçons essentielles pour comprendre la résilience de la biodiversité et envisager son avenir. Les adaptations extrêmes des dinosaures à des environnements variés, souvent hostiles, que ce soit dans les régions polaires, aux nuits sans fin et froids mordants, lors d'éruptions volcaniques massives ou face à des changements climatiques brutaux, témoignent d'une capacité d'innovation biologique incroyable. La diversification des espèces herbivores et carnivores, leurs stratégies physiologiques et comportementales, ainsi que leurs interactions avec d'autres organismes, révèlent une dynamique d'évolution, toujours en réponse à des pressions environnementales complexes. Ces mécanismes adaptatifs, approfondis durant les périodes de crise, ont façonné des lignées durables et ont souvent préparé la biodiversité à des rebonds impressionnants après des effondrements massifs. Par exemple, la coévolution des dinosaures avec les plantes à fleurs ou les insectes pollinisateurs montre l'importance des interactions écologiques pour garantir la survie collective. Le grand cataclysme du Crétacé-Paléogène, bien qu'ayant causé la disparition de nombreux groupes, a aussi donné naissance à une nouvelle ère où mammifères, oiseaux et plantes à fleurs prirent un essor sans précédent. Cela illustre la double nature des catastrophes, destructrices, mais aussi catalyseurs d'une rénovation évolutive. Comprendre ces leçons du passé nous permet d'appréhender les enjeux actuels de la biodiversité. À l'heure où l'activité humaine provoque des perturbations globales, changements climatiques rapides, déforestation, pollution et extinctions accélérées, les réflexions sur les capacités de résilience et d'adaptation des écosystèmes redeviennent cruciales. Les réponses naturelles aux crises anciennes montrent que si la vie peut s'adapter, elle a besoin de temps et de conditions minimales pour se régénérer. Par ailleurs, l'étude des mécanismes de survie et des dynamiques post-crise invite à renforcer les efforts de conservation en mettant l'accent sur la protection des habitats complexes, forêts, zones côtières, mangroves, qui ont historiquement servi de refuge à la biodiversité. Enfin, pensez à la longue toile de la vie, enrichie par les expériences du passé, encourage l'humilité et la responsabilité vis-à-vis de notre planète, qui reste un écosystème fragile, mais extraordinairement créatif. Ainsi, en perpétuelle évolution entre destruction et renaissance, la biodiversité reste un témoignage vivant des capacités d'adaptation extrêmes et de la résilience. Le passé, narré à travers les âges des dinosaures et des grandes extinctions, éclaire notre présent et guide les choix qui façonneront l'avenir de la vie sur Terre.